J'ai envie d'appeler sur scène Roman Navalpotro, directeur de la production chez Numa. Numa, c'était et c'est toujours un des leaders français, européens, un des vieux leaders maintenant, puisque ça a démarré à l'époque avec Silicon Sentier. Bienvenue Roman. Et on a parmi nous, en plein salon du Bourget, le 3e avionneur français, Daher, l'excellent Marc Bourdeau qui nous arrive en direct du Bourget. Sous vos applaudissements, j'espère. Alors, Roman, pendant que Marc s'installe tranquillement, je t'invite à prendre un petit micro et puis je vais reprendre l'exercice que j'ai fait avec Frédéric Mazzella et avec Olivier Derrien de Salesforce et de Blablacar tout à l'heure. Est-ce que vous savez encore pitcher vos boîtes en moins de 30 secondes? Alors je ne suis... Ah si, il fonctionne. Pitcher nos boîtes en moins de 30 secondes. Oui, donc Numa, effectivement, accélérateur de compétences. On forme aux méthodologies issues du monde des startups des acteurs de l'économie traditionnelle. 10 secondes, c'est impeccable. Et à Daher, comment ça se passe? Merci pour le challenge, Roman. Daher, entreprise familiale, 150 ans d'existence, 3e avionneur français, équipementier aéronautique pour les grands donneurs d'ordre dans le monde et fournisseur de services industriels, pas que pour l'aéronautique. 10 000 personnes, 1 milliard de chiffre d'affaires présents sur une dizaine de pays et entreprise française, donc très très implantée en France. Ça tient en 30 secondes et puis il faut encore 30 autres secondes pour digérer tout ça parce que ça calme d'un coup. Vous êtes chacun à votre échelle des leaders européens. Vous vous êtes rencontrés autour d'un projet hyper concret qui symbolise assez bien ce que les gens qui connaissent les startups peuvent apporter à des ETI et vice-versa. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de démarrer ensemble? Il y a quelqu'un qui a cherché sur Google l'autre. Comment ça s'est passé? Tu veux répondre? En fait, non mais la vraie raison, c'est que avant Marc, le DSI de Daher a entendu parler de nous par la femme de son collègue qui était notre DA. Et donc c'est comme ça qu'il s'est dit, moi j'ai envie de changer un peu les collaborateurs avec qui habituellement je travaille, les cabinets de conseil traditionnels sur ces questions de transformation digitale. Et puis il a entendu parler de nous comme ça. Donc c'est le réseau. Dans le top 5 des raisons exotiques qui conduisent à des collaborations business, là, vous rentrez assez fort. Et du coup, ça a démarré quand, cette collaboration? Comment ça a démarré? Vous pouvez nous en parler un peu? Oui, bien sûr. Alors, ça a démarré en 2017. Donc, on a un petit peu d'historique maintenant pour vous en parler. Donc, en fait, moi, je suis CTO chez Daher, à la DSI, et on a une ambition à la DSI, dans tous les membres de la direction de la DSI, c'est que on veut être vraiment le moteur de la transformation du groupe. Alors c'est très ambitieux, en tout cas être au moins l'un des moteurs de la transformation du groupe. Et forcément, pour être moteur, on sait que si on est un moteur à vapeur, ou un moteur à charbon, ou un moteur à énergie fossile, on n'est peut-être pas le moteur de demain. Ou en tout cas d'aujourd'hui et encore plus de demain. Donc le parti qu'on a pris, c'est de se dire, pour être le moteur de la transformation du groupe, il faut se réinventer et on a besoin pour ça de passer par l'acquisition de nouvelles pratiques. Pourquoi des nouvelles pratiques? Parce que voilà, on se remet en cause, on sait que les pratiques qu'on a, elles sont adaptées à certaines activités, mais elles ne sont pas suffisantes. Donc des nouvelles pratiques. Donc on l'a fait dans un double objectif. Le premier, c'est de remettre l'utilisateur au centre de nos activités et de nos préoccupations. Il y a une certaine insatisfaction, où il y avait une certaine insatisfaction, c'est pas encore terminé. Est-ce que tu peux revenir là-dessus? On aime bien dans les startups identifier le pain point. C'était quoi le problème? Le problème, c'était avoir des pratiques adaptées à là où nous étions attendus pour accompagner le groupe dans sa transformation. C'est-à-dire que les pratiques n'étaient plus totalement adaptées et pour ne pas se laisser, on va dire, dépasser par le groupe. Et comment vous en étiez rendu compte? Vous aviez eu des retours clients, des retours fournisseurs? Retour utilisateur, d'abord, parce que quand même, on est la DSI du groupe, hein, on est interne. Donc des questionnaires de satisfaction réguliers qui sont envoyés aux utilisateurs
avec de l'insatisfaction sur le récurrent, ce qu'on appelle le run. Donc, fournir des PC, fournir des applications, assurer leur disponibilité, leur performance. Et sur ce qu'on appelle dans notre jargon le build, c'est-à-dire la mise en place de projets, l'ouverture de nouveaux sites pour de nouvelles activités, et mettre en place, mettre en place des nouvelles choses ou aider le métier à se transformer sur son efficacité au travers de l'usage des moyens digitaux. Peut-être si je peux ajouter un point là-dessus, c'est quand on parle de centrage utilisateur, on touche vraiment du doigt ce que nous on pense chez Numa que peuvent apporter les startups aux entreprises de l'économie traditionnelle, puisque en tant que startup, on recherche son business model, on est donc très à l'écoute de ses clients, de ses utilisateurs, et donc le centrage utilisateur est dans l'ADN d'une jeune boîte, quoi. Ce qui est peut-être moins le cas dans une entreprise traditionnelle où on a son business model, on connaît son client, on croit connaître son client. Or, ses usages et ses envies, elles évoluent aussi. Et donc, c'est effectivement souvent un des leviers sur lesquels on travaille quand on bosse avec nos clients, c'est de rebosser sur des sujets où on redéveloppe un regard centré sur l'utilisateur final ou le client, selon les contextes. Et alors, comment vous êtes arrivé à faire ça chez Daher? Alors concrètement, au final, en fait, on a accompagné deux équipes, une équipe de la DSI et une équipe mixte DSI et la BU que vous appelez BU Avion, qui est donc la BU qui est en charge de la construction et la commercialisation d'un avion qui s'appelle le TBM, qui est un avion d'affaires. Et on a développé un certain nombre d'applications, on va dire choisies parce qu'elles étaient visibles et parce qu'elles auraient un impact à court terme assez visible pour marquer, matérialiser cette ambition de la DSI d'être plus, dans mon jargon je dis business partner, mais d'être plus à l'écoute de ses clients internes. Et en toute franchise, quand les gars de la DSI les ont vus arriver, ça s'est passé comment au départ? Comment ils se sont apprivoisés? Les gars de la DSI avec les gars du métier? Ouais. Alors, c'est une longue histoire d'amour, souvent, hein, la DSI et les métiers. Ils n'ont pas toujours envie de travailler ensemble. Et ce qu'on a appris de nouveau dans notre démarche, c'est à travailler avec beaucoup d'interactivité et avec des équipes dédiées, des équipes vraiment focus. C'est vraiment l'apport qu'on a eu avec Numa, c'est de se dire d'abord quelles sont vraiment les attentes des utilisateurs. Et alors les utilisateurs, là, ceux pour lesquels on travaillait finalement, c'est les pilotes des avions, sur un premier thème, et puis après, c'est les utilisateurs internes. Et ce que nous a apporté Numa, c'est de se dire, pour y répondre bien, de manière efficace, avec des nouvelles méthodes, essayons de travailler comme ils travaillent dans les startups, c'est-à-dire une équipe réduite, concentrée sur un objectif, déconnectée de son quotidien habituel, pour ne pas être sans cesse, pardonnez-moi le terme, mais cannibalisé par d'autres activités. Donc, équipe dédiée, équipe focus, dans un délai contraint, et je voulais ajouter aussi une méthode et un environnement qui soit propice à travailler ensemble pour sortir vite du résultat. Et justement, en termes de résultats, ça a donné quoi là? Parce qu'on parle de 2017, du coup, là, 2 ans plus tard, si tu dois faire le bilan de cette collaboration, t'en tires quoi? Alors déjà, le premier résultat, c'est un produit livrable. Donc, on a livré une application mobile à disposition des pilotes de nos avions, qui est téléchargeable sur les stores et qui leur permet, là, une petite parenthèse, mais pour que vous compreniez, qui leur permet 20 minutes maximum après leur vol d'avoir sur leur smartphone toutes les informations concernant le vol qu'ils ont réalisé. Donc très intéressant pour eux et qui répond à leurs attentes qu'on est allé chercher au départ vraiment avec eux. Donc là, c'est ne plus penser à la place de nos utilisateurs ou de nos clients, mais c'est établir avec eux le besoin précis, le prendre en compte et ensuite sortir du résultat. Donc le premier résultat, c'est un produit palpable, tangible. Ça, c'est le résultat matériel. Et puis, forcément aussi, c'est des résultats qui sont immatériels. Donc le résultat immatériel, c'est une DSI et des métiers qui ont appris à travailler ensemble. Donc appris à travailler ensemble en méthode agile, c'est le premier point, et en équipe produit. Et ça, c'est nouveau pour nous. Donc c'est un apport fort qu'on a eu dans cette démarche avec Numa. Équipe produit, ça veut dire le métier et la DSI qui travaillent ensemble, de manière rapprochée, sur des sprints en méthode agile, avec beaucoup d'interactions, et qui produisent un résultat ensemble en apprenant à travailler ensemble. Alors l'enseignement aussi, c'est travailler ensemble, c'est pas facile. Quand on n'a pas l'habitude des méthodes agiles ou de travailler en équipe produit, c'est pas facile.
Donc au début, c'était un petit peu chaotique sur une première version, mais on a quand même sorti du résultat. On a tiré aussi des conclusions. Dans une deuxième version, du coup, ça a été un peu plus facile et on a amélioré les choses qui avaient un petit peu piqué pendant la première version. Aujourd'hui, on est rendu à la troisième version, juste après je vous rends la parole. Et dans la troisième version, finalement, on tire tous les bénéfices parce que ça y est, maintenant c'est plus fluide. On prend plaisir à travailler ensemble et c'est le métier qui réclame à ce qu'on continue de travailler de cette façon-là. Donc voilà aussi un résultat, c'est le métier demande à ce qu'on continue à travailler comme ça parce que c'est plus rapide, plus efficace, ça produit de la valeur pour les clients. Je vais revenir sur un mot qui m'a interpellé, et je pense qu'il a interpellé dans la salle, c'est piquer. Donc visiblement, ça n'a pas été si facile que ça. Peut-être me tourner vers Roman quand tu te rends chez des industriels avec tes équipes. Qu'est-ce qui pique le plus en général? Qu'est-ce qui est le plus difficile à mettre en place? Ouais, je pense que le premier point, c'est les méthodes qu'on propose, et celles que décrit Marc là, elles sont chronophages, elles demandent du temps des équipes. Et donc le premier point qui pique, c'est oui, ok, mais comment moi je fais tourner mes affaires, quoi. Tu me demandes de dédier 20% de 3-4 personnes à mon business, comment je fais, quoi. Donc le premier sujet, c'est comment on anticipe suffisamment ce genre de cas pour justement pas est-ce que le projet quelque part d'innovation ne nuise pas aux opérations du quotidien. Je pense que ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et ça rejoint un peu ta question précédente sur quelle tête ils font quand ils voient arriver les gars, c'est interne chez nos clients, dans la direction. Il y a un vrai point d'équilibre à trouver entre engagement du reste des collaborateurs, communication sur la démarche en cours, parce que des gens se posent des questions, ils veulent savoir, mais qu'est-ce qu'ils font chez Numa, qu'est-ce qu'ils font à Paris, qu'est-ce que machin. Donc oui, évidemment, il faut communiquer, mais il ne faut pas non plus que ça devienne un bad buzz et juste une opération de com avec une obligation de résultat absolu. Ça, c'est assez dangereux. Donc trouver un bon point d'équilibre entre laisser l'équipe opérer, travailler de façon assez autonome et continuer à engager le reste des équipes. Du coup, là, dans la salle, on a pas mal de dirigeants qui peuvent avoir recours à tes services à un moment ou à un autre. On a pas mal de dirigeants qui peuvent avoir envie aussi de vos conseils, de vos retours d'expérience. Si vous aviez à citer un truc que vous avez réussi et que vous pouvez recommander aux autres, et à l'inverse, quelque chose qui a lamentablement échoué, et dont vous avez le droit de parler, et que vous aimeriez éviter aux autres. Je pense peut-être un sujet sur lequel, sur ce projet typiquement, on aurait pu faire mieux, je pense, c'est sur l'autonomie de prise de décision à l'équipe, c'est-à-dire que l'équipe qui bosse en autonomie, il faut aussi qu'elle sache à quel moment en fait elle doit valider en gros son next step, sa décision. Donc bien cadrer ce point-là en amont, je pense qu'on l'a pas très bien fait sur cette mission, et c'est quelque chose qu'on aurait pu mieux faire. Il est hyper honnête. C'est vrai en plus. Mais en plus, je ne choisis pas ce point hasard, c'est que par rapport à ce que je pense, par rapport aux entreprises qui sont, de ce que j'ai vu des participants aujourd'hui, je pense que c'est un point qui est hyper important à définir par rapport à vos cultures d'organisation, au modèle de prise de décision. C'est un point à avoir en tête, ouais. Un élément positif, du coup, pour répondre aussi à la question, et c'est ce sur quoi on ne regrette pas d'avoir choisi Numa, c'est la prise en considération des collaborateurs en tant qu'hommes. On ne peut pas décréter des nouvelles pratiques, on ne peut pas décréter une nouvelle culture, un nouvel ADN dans l'entreprise, et du jour au lendemain se dire ça y est, ça change. Non. L'enseignement fort et le côté très positif, c'est de se dire ces nouvelles pratiques, ça prend du temps. Donc ça, on l'a découvert, on est content de l'avoir découvert, ça prend du temps, il faut laisser le temps au temps, il faut embarquer les collaborateurs, leur faire développer ces pratiques-là, et on peut pas se dire qu'on change et demain c'est mieux. C'est progressivement on change, ça prend du temps, ça pique parfois, il y a des étapes qui sont plus douloureuses que d'autres, et c'est en changeant les pratiques qu'on change l'entreprise et qu'on lui permet de se transformer. Je crois que vous avez vraiment un truc avec le timing là, sur ce panel, c'est remarquable, on est à la seconde près. C'est le côté avionneur en fait. Franchement, ouais, là, clairement, c'est pas des trains, c'est des avions que vous faites. Moi, je vais appeler sur scène maintenant deux personnes qui auront la même difficulté que vous au début, c'est-à-dire que vous aviez moins de 30 secondes pour pitcher. Maintenant, eux, ils ont moins de 5 minutes.
Je vais appeler sur scène l'excellent Pierre Le Pennec de Smart Hands-On, à mes souhaits, sous vos applaudissements bien évidemment. Pierre, tu as 5 minutes pour nous dire ce que fait Smart Hands-On et ce que tu peux apporter aux gens qui sont dans la pièce. 5 minutes, ok. Tu te lèves bien évidemment. 5 minutes. Qui était présent tout à l'heure quand on a démarré à 14h dans la salle? Ok. Notre secrétaire d'État chargé auprès du ministère de l'économie et des finances a parlé tout à l'heure de maturité en termes digital, d'accélération de la croissance, de transformation numérique et aussi beaucoup de retard. Et au final, retard, il y a 2 échos qui sont faits. C'est en termes de performance et de compétitivité par rapport à la globalisation des échanges. C'est ouverture, exigence. Et aussi en termes de compétences. Et finalement, nous sommes incapables nous-mêmes, en tant que consommateurs, de nous adapter à nos propres évolutions. C'est-à-dire que ça a trait aussi à l'expérience client et que les moyens qui sont mis en place dans nos entreprises aujourd'hui ne correspondent pas à une évolution réelle des compétences. On parle plus de démocratisation de l'accès à l'information que de suivi des compétences. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que la plupart du temps, nous sommes formés avec des e-learning ou des formations en présentiel et qu'au bout de 3 semaines, on a tendance à avoir oublié à peu près 80% de ce qu'on a appris à un instant T. D'autre part, en termes de e-learning, il y a une personne dans cette pièce sur 5 qui ira jusqu'au bout. On ne sera donc pas capable de réellement s'adapter à l'évolution des modes de consommation, donc de nos clients. Là où on va pouvoir apporter une différenciation, c'est que Smart Hands-On aujourd'hui booste la performance des collaborateurs, notre performance, grâce à des expériences d'apprentissage qui sont plus stimulantes, dynamiques. Et ça se traduit sous la forme d'une plateforme digitale gamifiée, où on va simplement diluer l'information de façon régulière, quotidienne, sous forme de train de jeu, à la fois ludique et stimulant, pour l'inclure pas seulement dans notre quotidien, mais lui donner aussi du sens d'un point de vue métier. Ça se traduit sous la forme de 4 piliers qui sont d'une part le challenge, il y a un côté compétitivité naturelle. Deuxième chose, il y a les neurosciences pour s'appuyer sur les sciences pour avancer. L'intelligence collective, on a parlé de collaboration et le fait d'évoluer avec plutôt des groupes que simplement des individus. Et la 4e, ce sera tout naturellement la gamification. La gamification, finalement, qu'est-ce que c'est ? C'est rendre ludique un sujet de façon à améliorer in fine une offre ou un positionnement. On va parler d'une autre. Si on doit le traduire d'un point de vue client, on va parler par exemple, qui peut le plus, peut le moins, du Crédit Agricole Île-de-France, qui nous utilise aujourd'hui en 3 phases. La première, ça a été d'acculturer ses conseillers pour les aider à mieux percevoir ce qu'est la transformation digitale et comment leur agence bancaire évolue. Il y a quand même des modes de consommation qui ont évolué. On parle d'une division par 12 des fréquentations en agence, des conseillers qui vendent moins. Deuxième chose, ça va être de leur apporter une nouvelle posture en termes de relation client. Et la 3e, ça va être comment réinvestir les compétences dans la propre évolution de son entreprise. Et pour ça, il y a deux façons de se positionner. En termes opérationnels, qu'est-ce que ça apporte sur le terrain ? Et en termes stratégiques, comment est-ce que je fais pour piloter l'ensemble ? La gamification, ce n'est pas seulement en termes de compétences, ça va être aussi en termes de KPI, à la fois opérationnel et stratégique, quantitatif et qualitatif. On est capable aujourd'hui de non seulement héroïser les formations, mais de mesurer l'impact que ça peut avoir sur le business, sur le time to market, et de mutualiser les enjeux à la fois en termes RH, métier, ça peut être vente, marketing, par exemple IT. Et ça, en soi, c'est une vraie évolution, puisqu'on ne parle plus seulement de silos, mais on parle de transversalité. Merci. Je suis un modérateur épanoui, heureux, puisque tu as fait 4 minutes, ce qui est absolument merveilleux, sous vos applaudissements. Et puis, à présent, je vais appeler sur scène un leader français, peut-être même européen, qui a levé près de 50 millions d'euros. Nicolas Hernandez, 360 Learning, sous vos applaudissements s'il vous plaît, pour son pitch de 5 minutes. Bonjour. Hop, il a le compteur. Ouais. Je peux prendre la minute qui reste. Hein, c'est pas... Ok. 360 Learning, donc effectivement, on est une entreprise française, on est 180 aujourd'hui, on a levé 50 millions d'euros au total.
On a démarré en 2014 et on résout un problème bien précis de ce qu'on appelle le mid-market donc en Europe et puis maintenant aussi aux États-Unis où on a ouvert il y a 8 mois. On a une quinzaine de clients, on en a 800 en France. Et comme je le disais, on résout un problème bien spécifique des entreprises de taille intermédiaire en France. Et ce problème est le suivant. Le problème est que l'économie va aujourd'hui très vite. Et les choses, les marchés, l'innovation, la manière de faire du business changent à une vitesse qui ne fait que s'accélérer. Dans ce contexte-là, on a des use cases où la formation métier a un impact qui peut être spectaculaire sur le business. Il y a un nouveau concurrent qui apparaît, il faut reformer ses commerciaux. Et il faut les reformer, et puis il y a l'entreprise qui est capable de les reformer en 2 heures, et il y a l'entreprise qui va le faire en 2 mois. Et c'est ce qui fait la différence à la fin. On a un nouveau logiciel qu'on veut faire utiliser par les collaborateurs. Est-ce qu'on est capable de le déployer et d'amener, que ce soit 300 collaborateurs ou 10 000, qui faisaient d'une manière A à faire d'une manière B demain. On déploie un nouveau process, on a une innovation interne, on a un super ingénieur qui a fait une innovation. Est-ce qu'on est capable de faire que les autres personnes de l'entreprise comprennent ce qu'a fait ce collaborateur? 360 Learning, c'est la plateforme qui permet à cet expert métier, donc avec l'aide du département formation, mais sans faire de la formation le département support qui va devoir tout produire lui-même, parce qu'à la vitesse où ça doit aller aujourd'hui, on ne peut pas demander au département formation de tout produire lui-même. Il faut s'appuyer sur les experts métiers. Il faut créer la transversalité pour que les experts métiers collaborent entre eux. Et donc 360 Learning, c'est la plateforme qui va permettre, de trouver les bons experts métiers, ceux qui vont avoir le plus d'impact sur le business, de les trouver et de leur permettre, en quelques minutes, de créer une vraie formation, donc une formation avec des documents, avec du texte, avec des questions d'évaluation, et en traitant des use cases qui sont des use cases à fort impact. C'est ceux que je vous ai cités, c'est on doit reformer les commerciaux, on a une innovation, on fait un peu de change management, parce qu'on faisait d'une manière A, on veut faire B, et il faut que tout le monde adhère, donc on a besoin de faire un peu de change. Mais la valeur de 360 Learning, c'est de le faire de cette manière transverse, collaborative, et très efficace, c'est-à-dire en s'appuyant sur un expert qui, en quelques minutes, crée sa formation, la déploie, reçoit du feedback, l'améliore, mesure son impact, collabore avec les directeurs des entités et jusqu'au bout, c'est pareil, un peu comme tu le disais, la priorité de la formation sans doute aujourd'hui, de manière au-delà de 360 Learning, est d'avoir une préoccupation plus business, de héroïser, comme tu disais, la formation, c'est-à-dire vraiment d'aller au bout et de mesurer cet impact. Et donc c'est aussi des choses qu'on fait dans la chaîne de valeur. Voilà, pour la petite histoire, dans les 1 minute 30 qui me restent, l'objectif qu'on s'est donné chez 360 Learning, l'objectif qui, si vous voulez, qui unit la boîte, parce que moi, il y a 1 an, j'avais 70 bonhommes, et là, j'ai 170 bonhommes. Et c'est des manières complètement différentes de piloter une entreprise. Et donc, il faut dire des choses simples. Nous, on est une boîte d'ingénieurs, donc on avait peut-être tendance parfois à faire des choses un peu compliquées. Et pour que ça grossisse bien, on se rend compte qu'il faut avoir des messages simples, que tout le monde comprend. Et le message simple qui unit les personnes chez 360 Learning, c'est qu'on se dit, si on fait bien notre job, quand on équipe un département formation de notre plateforme, ce qui doit se passer au bout d'1 an, c'est que toutes les personnes du COMEX doivent commencer à avoir un réflexe qui est « Tiens, j'ai une bonne idée, je sais ce qu'il faut faire, mais pour arriver à le faire, mon premier allié, c'est le département formation. Ma première question, c'est comment je vais emmener mes bonhommes à comprendre où on va, à comprendre le marché, à comprendre l'innovation, pour qu'ils puissent le faire eux-mêmes. » Voilà. Et ça, c'est le goal simple qu'on se donne chez 360 Learning, c'est on est content quand, chez nos clients, 1 an plus tard, le département formation nous dit « J'ai les gens du COMEX qui commencent à m'appeler, à me faire des requêtes, qui m'associent au début des projets avec un objectif business et qui me disent comment est-ce qu'on peut amener nos bonhommes à bouger dans la bonne direction, à s'approprier les sujets, à les comprendre, il faut les former, et comment est-ce qu'on va faire pour que eux deviennent les moteurs de notre transformation permanente. » Voilà. Incroyable. Just à la seconde près.
À la seconde près, sous Merci. vos applaudissements. Ça, c'est très très fort. 5 minutes à la seconde près, c'est un exercice absolument remarquable. Là, du coup, il nous reste 10 belles minutes de questions-réponses. Je vais vous demander de préparer des questions absolument acérées pour voir un peu ce que ces jeunes gens ont dans les tripes. Mais avant, Romain, moi j'aimerais me tourner vers toi. T'en vois plein des startups. Est-ce que tu as une question à leur poser à chacun? On appelle ça l'expertise Numa. Ils sont très agiles. Non, mais je vais rebondir sur un des points que Nicolas vient d'aborder. En fait, on parle beaucoup toujours de la transformation digitale des entreprises traditionnelles, entre guillemets, même si j'aime pas beaucoup le terme. Moi, je pense qu'on oublie de dire que les startups se transforment elles-mêmes énormément aussi, peut-être même beaucoup plus, parce qu'en fonction de leur stade de développement, elles doivent muter. Et donc, peut-être, messieurs, quel est votre principal enseignement par rapport à ces mutations et que vous pourriez partager aujourd'hui ? Alors moi, je suis arrivé chez Smart Zone en février. Donc pour pas avoir à muter trop vite, j'ai plutôt eu un parti pris qui était de me dire je fais de l'analyse d'une situation pour être capable de prendre une décision et que je me tienne à cette décision pendant au moins un an. Alors c'est pas facile parce que du coup il y a des remises en question qui arrivent pendant l'année. C'est pas facile parce que dans un an ça va encore bien évoluer, j'aurai d'autres compétiteurs, je devrais encore exister en tant que quantité. Mais ma première réflexion ça a été de me dire quel choix est-ce que je vais faire dans mon évolution immédiate pour ne pas avoir pour évoluer dans ce sens, et que si jamais j'ai fait des erreurs ou qu'il y a des choses qui sont passées qui n'étaient pas prévues, bah, comment je vais être capable de pivoter, mais pas tout de suite. Donc mon premier réflexe a été prendre une décision, de deux, faire des analyses régulières pour suivre l'évolution de ma décision et donc suivre des métriques précises, donc plutôt liées moi au business. Et la troisième, c'était de me rappeler pourquoi est-ce que j'ai pris cette décision à un moment. Et pour ça, je partage beaucoup du coup avec les fondateurs de Smart Zone. Je discute aussi régulièrement avec d'autres startups et des plus grands groupes. Et je me rappelle aussi que moi, je suis un ancien maçon, donc je sais ce que c'est que de poser la première brique. Mais que j'oublie pas non plus l'architecte ou l'urbaniste et comment est-ce qu'il a voulu positionner à un moment donné son bâtiment dans un paysage qui lui aussi évolue. Nico ? Moi, je peux dire des choses très très simples qui vont pas surprendre beaucoup, mais moi j'ai appris qu'il faut faire des choses très simples et qu'il n'y a que les choses simples qui peuvent fonctionner. Et le deuxième point auquel je crois beaucoup, c'est que vraiment, moi en tant que CEO aujourd'hui, donner du contexte aux personnes de l'entreprise, c'est mon activité principale, celle qui je pense a le plus d'impact. Et c'est la formation aussi. Nous, on a une politique interne de formation qui est très forte. Je pense qu'aujourd'hui, on retrain tous nos sales une fois par trimestre. Et quand on dit trainer, c'est à la fois les pitchs, la concurrence, mais aussi le contexte de la boîte. De dire, voilà, aujourd'hui on est là, il y a tel concurrent à l'autre bout du monde qui est en train de faire ça. Et le fait de donner ce contexte à un moment donné, un an plus tard, quand tu amènes un virage qui implique qu'il y a 5 bonhommes qui doivent changer de job, qu'en fait ça c'était là, en fait on va le mettre là, machin, mais ça fait un an que tu as commencé à en parler, et du coup tu peux le faire, sans que ça devienne problématique. Donc le contexte, la formation et l'agilité là-dedans, je dirais que c'est mon arme la plus puissante aujourd'hui. Est-ce que ça vous fait réagir dans la salle? Est-ce qu'il y a des questions que vous voulez poser à nos intervenants? Bon. Ah. Madame par ici, est-ce qu'on peut vous apporter un micro? Merci. Bonjour, Sandrine Duverne, dans la formation professionnelle également. Pour reprendre Nicolas Bryan, juste le commentaire que vous venez de faire par rapport à la contextualisation de vos objectifs. Dans un des panels un peu plus tôt, on a beaucoup évoqué le problème de recruter. Vous avez aussi évoqué le fait que vous avez recruté 100 personnes de plus au moment du scale-up, et les difficultés pour transmettre les valeurs, pour perpétuer les valeurs, surtout dans ces passages d'accélération et lorsque on grandit beaucoup en taille au moment de forts recrutements. Et dans la mesure où vous avez souligné le contexte, comment vous intégrez les valeurs dans votre process pour le onboarding, au niveau de la formation notamment?
Ça, à mon avis, il y a même deux questions dans une. Peut-être du côté de Daher, comment vous faites pour garder au cœur vos valeurs et en faire un atout justement pour former et transformer vos métiers. Et Nicolas, justement, comment toi tu définis les choses justement dans le cadre de tes process pour recruter ou même amener peut-être d'autres valeurs, enfin les tiennes en l'occurrence, chez tes clients Le onboarding, c'est un exploit de tous les jours quand on arrive à le faire. Mais du coup, je vais vous faire une réponse sur comment est-ce que les gens à qui justement on fait découvrir de nouvelles pratiques peuvent les étendre dans l'entreprise. Ça, c'est vraiment la question qui nous préoccupe, parce qu'après avoir travaillé pendant 1 an et demi ou 2 ans avec l'aide de Nouma, on veut se passer de Nouma. Parce qu'on veut être autonome et indépendant sur notre évolution, sur notre transformation. Donc les gens qui ont eu la chance de participer au programme d'intrapreneuriat avec Nouma, on leur donne un rôle de mentor pour que ce soit eux qui aussi diffusent et même infusent ces méthodes de travail, ces nouvelles pratiques dans l'entreprise et auprès de leurs collaborateurs directs pour avoir une approche finalement d'augmentation des compétences la plus large possible. Alors, c'est le début, c'est pas facile, mais c'est pas facile parce qu'on maîtrise pas forcément la vitesse à laquelle ça peut aller, mais les collaborateurs se sentent eux-mêmes, on va dire, chargés de ce rôle, finalement, par eux-mêmes, sans qu'on leur demande. Donc ça se passe bien. Ça c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est aussi, dans l'évolution des compétences, d'avoir beaucoup de respect pour ceux qui vont se transformer dans un deuxième temps, ou ceux qui auront le plus de difficultés liées au métier qu'ils font, au process sur lequel ils interviennent, ou aussi à leur caractère personnel, individuel. C'est d'avoir beaucoup de respect pour eux en ne disant pas effectivement qu'ils n'ont pas le bon mindset ou pas les bonnes méthodes, pas les bonnes pratiques, mais en respectant ça et en disant c'est nécessaire de garder certaines façons de faire dans l'entreprise, c'est nécessaire que chacun accepte de se remettre en question et se transforme progressivement, mais on agit sur des hommes et des femmes dont il faut aussi qu'il faut prendre en considération aussi au niveau de leur capacité à se remettre en question, à évoluer. Donc c'est aussi beaucoup de respect pour que l'entreprise se transforme progressivement. Nico, au niveau des valeurs? Ouais, sur l'histoire de la culture, c'est hyper. J'imagine il y a beaucoup de réponses et c'est pareil. Moi, je vais rien dire de fou, mais je pense que il faut être capable d'exprimer l'ADN de manière très simple. Ce que je disais juste avant, c'est juste ça. Si c'est pas simple, déjà c'est sûr que personne va comprendre. Et je crois que selon moi, il y a 3 critères, quoi. Il faut que ce soit très simple à expliquer, que ça tienne en 15 secondes, quoi. C'est quoi l'ADN de notre entreprise? Voilà, on a 3 valeurs principales, A, B, C. Il faut qu'elles soient simples, il faut qu'elles soient clivantes, c'est-à-dire, en réalité, il faut que l'inverse, c'est un truc fréquent. Par exemple, la transparence, c'est pas une valeur, parce qu'il n'y a aucune entreprise qui dit moi, c'est l'opacité. Donc je crois qu'il faut choisir des valeurs où la valeur inverse fonctionne aussi. Et du coup, c'est un vrai choix. Si on dit nous, on est gentil, personne ne dit moi, je suis méchant, quoi. Donc ça marche pas, c'est pas une valeur. Il faut des trucs qui peuvent s'inverser, c'est un bon critère. Donc il faut que ce soit simple. Il faut que ce soit à la fois clivant, mais que ce soit quand même un vrai choix, c'est-à-dire qu'on aurait pu dire l'inverse aussi, ça marchait aussi. Et puis il faut que ce soit inspirant, quoi, pour les gens. Et juste faire ces 3 trucs-là, je pense que ça peut prendre 2 ans de trouver des trucs qui cochent les 3 cases et qui fonctionnent avec le business. Mais quand on a ça, après ça marche. Et moi je vois plein de boîtes et tout, même des startups, où ils ont fait des trucs qui cochent pas l'une de ces 3 cases et du coup à la fin ça marche pas. Voilà, je peux dire ça. Il nous reste 5 secondes. Si chacun vous avez un mot pour aider les dirigeants qui sont dans cette boîte à réussir, enfin dans cette salle, pardon, lapsus, à réussir justement le chantier de la formation et des compétences, qu'est-ce que ce serait? En une phrase. Ouais, en une phrase, moi je dirais démarrer par des pratiques et pas par la culture et l'état d'esprit. Point. Ok, c'est bien, ça. Une phrase. Vas-y. En une phrase, tout ce qu'on vient de dire là, c'est pas pour les autres, c'est pour vous, chacun. Si vous voulez survivre, démarrez petit, mais démarrez, parce que si vous démarrez pas,
peut-être vous ferez stopper. Il y avait des points-virgules. Suivant. Moi, je suis d'accord. Il y a toujours des gens qui sont moins bons que nous, entre guillemets, qui commencent par faire les choses pendant que nous, on réfléchit. Donc là-dessus, je dirais de l'audace, être capable de faire des choses pour appuyer ce qui vient d'être dit. Et la deuxième, c'est pas de laisser la formation aux formateurs. Il faut aussi que ça vienne des autres entités. On gardera juste la dernière. Nico, la dernière phrase, la phrase de conclusion. Moi, j'allais dire la même chose, j'allais dire parler avec le business. Et parler avec le business au début des projets. Merci à tous, j'espère que vous avez tous noté et n'hésitez pas à tweeter la phrase que vous avez préférée. On verra qui a gagné et qui doit payer sa tournée de café sur la plateforme tout à l'heure. Merci à tous. Merci. Des applaudissements pour nos intervenants qui étaient vraiment incroyables. Merci.